Merci à tous d'être venus. Bonjour, je suis Romaric Dorier, le directeur du Phénix National de Valenciennes. Je voudrais remercier la présence dans la salle de Patrick Roussiès, notre président, de Nan Van Hout, qui est secrétaire général de l'IETM, de Jessie Mill, qui est coordinatrice artistique du Festival Transamérique à Montréal, puis aussi de Mathieu Bainvillet, qui est directeur de la scène nationale du Quartz à Brest, qui ont fait le déplacement pour assister au parcours que nous avons organisé dans le cadre du festival Next, en partenariat avec le festival Next. C'est un parcours que nous avons conçu avec Herman sur l'idée de faire un focus sur un pays d'Europe. Comment est venue cette idée-là? C'est que on a commencé à travailler sur l'Europe depuis quelques années déjà, à la fois en participant à des projets européens, des projets transfrontaliers, en intégrant le réseau IETM. Et je crois que quand on commence à travailler sur l'Europe, on commence aussi à être travaillé par elle, c'est-à-dire que se posent des questions qu'on n'avait pas envisagées au départ, surtout, je pense, peut-être avec un tropisme français qui est celui d'un modèle culturel particulier et qui, quand il est mis en regard d'autres modèles dans d'autres pays européens, est aussi questionné, interrogé. Ça répond aussi à des questionnements qu'on a sur l'émergence, sur la création, sur comment un jeune artiste, jeune ou moins jeune, décide de développer une démarche de création, non pas seulement à partir du modèle français, mais aussi comment est-ce que dans un autre pays, avec une autre réalité, ça peut éclairer comme une fonction miroir. C'est d'ailleurs l'intitulé de ce débat, pour savoir si la Grèce, à qui nous avons décidé de dédier ce premier focus, est un miroir et comment est-ce que ce miroir, l'image qui nous est renvoyée, nous travaille ou travaille d'autres questions qui nous permettent de décentrer, peut-être éclairer la réalité de manière différente. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des équipes artistiques, des 3 équipes que nous avons invitées. Pour 2 d'entre elles, c'est la première fois qu'ils viennent en France avec leur création. Et voilà, on espère vous retrouver tout au long du parcours ce soir avec 3 spectacles. Je vais passer la parole à Herman Lugan, directeur adjoint du Phénix. Oui, juste pour dire 2 mots sur ce temps d'échange qu'on a intitulé, on a intitulé ce focus globalement la Grèce, angle mort ou miroir de l'Europe. C'est un questionnement qui se pose au niveau artistique, mais qui se pose à de multiples niveaux, au niveau économique, au niveau politique, puisque si on regarde un peu la couverture médiatique en France et en Europe occidentale, on oscille entre cette idée qu'il y a une exception grecque, que la Grèce serait responsable de la situation dans laquelle elle est, et en même temps cette idée que malgré tout se passent des choses en Grèce qui sont peut-être avant-coureurs de situations qu'on pourrait vivre aussi dans le reste de l'Europe. La question pour nous, donc, c'est de réfléchir à cela, d'échanger là-dessus, sans donner de caractère d'exemplarité à la situation grecque et aux éventuelles solutions que nos amis grecs seraient en train de trouver. Mais l'objectif, c'est de prendre connaissance de cette situation, de cette réalité, et voir en quoi cela peut peut-être nous permettre à nous de mieux penser notre réalité et notre avenir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc, comment ça va s'articuler ? On va laisser la parole à Alexandros Mistriotis, qui est ici présent, que moi j'ai rencontré à Athènes dans le cadre de la rencontre IETM organisée il y a 1 an. Alexandros est artiste, penseur, et il a ouvert de manière
très brillante la réunion à Athènes l'année dernière. Enfin, toutes les personnes présentes ont été assez frappées par l'intelligence de son analyse qui prend une forme de hauteur que je vais vous laisser partager. Et ensuite, on invitera ici sur scène un certain nombre de personnes que peut-être on vous présentera tout à l'heure. Voilà, je donne la parole à Alexandros. Bonsoir. Voilà alors que je me retrouve tout seul ici. Je suis ému et content d'être ici et maintenant parmi vous et de vous adresser à la langue française. Encore une fois, ma position est contradictoire et étrange puisque de fait, je vais vous présenter mon point de vue, ma vision de choses. Néanmoins, de fait, je représente quelque chose qui me dépasse. Donc, je représente la Grèce. Et qui suis-je pour représenter tout un pays ? Et y a-t-il quelqu'un qui peut de toute façon parler de la part de quiconque ? Mais vu que je suis invité et que je ne prends pas la parole, je me sens plus à l'aise à aborder la question. La Grèce est un pays invisible qui n'entre dans notre champ de vision que pour des raisons bien précises. Cela n'est pas nouveau. Vu qu'on parle constamment de la crise, je dois tout faire de ne pas accepter le terme déjà imposé dans la discussion publique. Nous sommes bien d'accord qu'il y a un malaise qui entoure la description générale en ce qui concerne la crise en général et en particulier la crise en Grèce. Donc, si on accepte ceux qui parlent de la culpabilité, on va rentrer dans le même débat, qui est un faux débat. Mais si on accepte aussi ceux qui veulent un peu victimiser, ceux qui ressentent une certaine solidarité, tendresse, affection pour la Grèce, là encore, c'est le même problème. Il y a ces slogans « Nous sommes tous des Grecs » qui me fait frissonner. Parce qu'en fait, la réponse est toute simple, soyez européens pour une fois. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas parler de la Grèce, qu'on va parler de l'Europe à travers l'histoire de ces pays qu'on appelle la Grèce. D'abord, il faut changer de placer notre point de vue dans l'espace et dans le temps à la fois. Donc, je veux parler de la création de cet État qu'on appelle aujourd'hui la démocratie de la Grèce. La révolution a commencé en 1821. L'État a été reconnu plus ou moins comme tel en 1832-35. Pendant cette période, nous avons eu déjà tous les phénomènes qui caractérisent, soi-disant, la situation en Grèce. Donc, nous avons eu une corruption des classes politiques, nous avons eu des prêts et nous avons eu deux guerres civiles. Je cite cela parce que, en fait, la Grèce est écrasée par son propre nom. Et il y a beaucoup trop de choses qu'on considère des détails, mais ces détails-là font comprendre que la création de l'État grec est un projet européen. Dans le livre de Hobsbawm, quand il parle justement du siècle des révolutions, il cite précisément, il dit que la seule révolution qui a vraiment réussi,
c'était la révolution grecque. Et pour expliquer l'ampleur, l'importance de cet événement-là, il dit que le seul paradigme, métaphore qu'on puisse avoir, c'est l'importance qu'a eue la guerre civile en Espagne pendant le XXe siècle, notamment pour inspirer, renforcer, donner un corps et une perspective à la gauche européenne, à ceux qui luttaient pour un monde meilleur. Quand l'État nouveau a été établi, nous avons eu un roi bavarois. Le journal du gouvernement était en 2 langues. C'était en allemand et en grec. Et puis, au Parlement, il y avait 3 partis qui étaient officiellement nommés, les Amis de la France, les Amis de la Russie et les Amis de l'Angleterre. Même avant cet établissement, nous avons eu les fameux prêts de l'indépendance. Notez le nom, prêt de l'indépendance. Parce qu'il s'agit d'un euphémisme. Il s'agit des prêts de dépendance, justement. Notez les chiffres. Moi, je suis très mauvais, je ne peux pas les visualiser quand il y a beaucoup trop de zéros. Mais là, on parle d'un prêt qui était de l'ordre de 2 800 000 lirettes. Et dans les caisses de l'État, nous avons mis 900 000 lirettes. Donc, imaginez comment un État qui n'existe pas encore, qui n'a pas de structure de production, qui n'est pas organisé, comment pourrait-on imaginer que cet État puisse vraiment être en accord avec ses comptes? Eh bien, c'est impossible. Donc, du coup, après cette dépendance, la politique anglaise a soutenu justement cette indépendance. Et du coup, nous avons eu la politique anglaise qui a, pour la première fois, favorisé la création de ces nouveaux États. Donc déjà, vous voyez, l'image commence à changer. Le prêt, il y en a eu d'autres tout le long de l'histoire de la Grèce, mais c'était constamment un moyen pour contrôler aussi. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, peut-être ce n'est pas le cas, mais en général, on connaît la Grèce à travers le Souvlaki, le Sirtaki, les Tzatziki, et peut-être la dictature. Là encore, la dictature, maintenant on le sait bien, qu'elle a été provoquée par les intérêts et l'implication de la politique américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons cet État nouveau qui commence son élan avec un rêve. Et son rêve est attaché à la période classique, à la Grèce classique, donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Une des choses faites, c'était de nettoyer la scène et de rendre cette vision réellement présente dans la ville d'Athènes. Donc, à Athènes, il y avait 140 églises byzantines et post-byzantines. Il en reste à peu près 12. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que ça représente. Ça veut dire tout simplement que l'héritage, la culture vivante des gens, leur vie de tous les jours, les lieux où ils déposent leurs désirs et leurs peurs ne sont pas considérés. Où doivent aller et comment pourront vivre sur le plan symbolique, sur le plan de sens, ces gens-là? Quand Daniel Combeti dit il y a 3-4 ans qu'effectivement le grec ne se sent pas que leur État est à eux et il faut faire quelque chose, eh bien, ça fait partie de l'histoire européenne. C'est l'histoire européenne, justement, qui fait ça, et la Grèce est le lieu par excellence qui pourrait aider l'Europe à comprendre sa manière de raconter son propre histoire. Puisque ces choses ne sont pas faites parce qu'il y avait quelqu'un de méchant. Il y avait constamment un besoin
d'un point, d'un moment, d'une fondation en fait, d'une fondation symbolique. Toutes les institutions que nous avons autour de nous, même ce théâtre ici, a besoin d'un contenu symbolique. Et ce contenu vient de l'espace de l'altérité, de cet autre. Ça ne peut pas être nous-mêmes qui s'auto-légitimisent. Cette altérité, alors, fut, pas que pour l'Europe occidentale, la Grèce, notamment la Grèce antique. Mais pour contrôler sa propre vision, il faut contrôler cet autre, cet espace d'altérité, cette source de légitimation symbolique. Donc du coup, ça explique pourquoi, tandis que dans d'autres régions, nous avons eu un protectorat français partagé à côté avec un protectorat anglais. En Grèce, nous avons eu le parti des amis de la France, les amis de l'Angleterre, les amis de la Russie, un roi bavarois. C'est parce qu'ils avaient tous besoin d'avoir un pied dans le territoire. Il fallait que la Grèce soit partagée, pas pour sa richesse, pas parce que les Grecs comptaient, surtout à cause de sa position géopolitique et pour son importance symbolique. Je veux vous rappeler que pendant la chute de Twin Towers à New York, nous avons eu cette phrase de Stockhausen qui a dit que c'était l'œuvre parfaite, l'œuvre qui ne serait jamais dépassée. En fait, on pourrait dire que là, à Athènes, nous avons une entreprise semblable, puisque nous voulons rendre les symboles de la démocratie, de ce désir de créer une société où la négociation et la parole est le valeur le plus important, nous voulons le remplacer par les symboles du néolibéralisme. Donc imaginons que cette expérience finalement réussit. Donc vous auriez quelque chose d'assez étonnant, vous auriez complètement effacé cet élan et cette fantasmagorie, cette apothéose très problématique de la démocratie athénienne, avec un autre récit, qui est le récit néolibéral. Donc là, vous pouvez déjà comprendre que les enjeux sont très importants. Punir un pays, ça, c'est une attitude sentimentale qui n'a pas d'apport véritable. Les enjeux sont vraiment importants. Donc, ce n'est pas, il faut rajouter là que ces besoins de cette altérité qui donne du sens, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'abord, ça commence pendant la période romaine. Le Romain, il vient, il annule toutes les institutions démocratiques et il fonde d'Athènes un parc thématique, en fait, où on peut aller s'amuser, lire des poèmes, voir des tragédies, mais des tragédies qui répondaient à des questions politiques très vraies, dans une urgence de l'époque. Or, quand les Romains le voient, ils le voient la gloire du passé, sans contexte, sans traduire. Et on le voit très bien dans la production romaine de tragédies où ces enjeux ne sont plus présents. Quand Hadrien, qui a vraiment contribué à la gloire d'Athènes romaine, a parlé de son règne, il a dit que quand j'ai pris Rome était une ville de briques et je l'ai rendue une ville de marbre. Et il en était très fier, ce qui est très drôle, parce que c'était quand même quelque chose d'assez superficiel, n'est-ce pas? Donc la conception d'Athènes était liée justement à cette fantasmagorie qui était nécessaire, encore une fois, pour légitimiser des structures symboliques. Il y a dans le musée de Pirée une trouvaille vraiment fabuleuse. Ils ont trouvé un bateau naufragé qui apportait des reliefs préparés dans les ateliers d'Athènes vers Rome.
Et là, vous verrez les mêmes représentations en version multiple, en fait. Et la thématique venait j'ai oublié le mot, le bouclier de la déesse Athéna qui était sur le Parthénon. Donc déjà, vous avez Athènes qui vend son image à l'étranger pour plaire et pour avoir des revenus. C'était ça la situation. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est même plus important, qui est très méconnu. Pendant la période de la grande expansion du monde musulman, arabe, pendant le califat de Al-Ma'moun, qui est vers le 7e siècle, à Bagdad, nous avons un gros problème. Le problème est que nous avons un empire qui a vraiment embrassé une vaste multitude de peuples, de cultures, dans des périodes, dans des lieux très différents entre eux, qui ont des conceptions vraiment difficiles à combiner. Donc nous avons besoin de composer tous ces gens-là, et de créer une entité politique et culturelle. Mais comment faire ça? Il n'y a pas la repère, on n'a pas, le ciment n'y est pas. Alors, le calife, apparemment, voit un rêve dans lequel il rencontre Aristote. Il a l'air d'un sage, et il l'approche, et lui pose la question, « Qui êtes-vous, monsieur ?» Il lui dit, « Je suis Aristote, le sage. » Il le dit de lui-même. Et là, dans leur discussion, ce qu'il fait, c'est qu'il met en position de première, comme les critères les plus importants, c'est la raison. Donc, en fait, on introduit l'importance de la raison dans le monde arabe pour avoir un champ de discussion et de négociation. Or, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, parce que cette approche d'Aristote comme le prêtre de la logique, c'est quelque chose qui traverse le monde arabe. Après, ça passe à travers le côté sud de la Méditerranée. Vous aviez Al-Farabi, vous avez Maïmonides, qui est un juif penseur qui introduit l'aristotélisme dans la pensée juive. Après, vous aviez Averroès vers Espagne actuelle, et après vous aviez Thomas d'Aquin qui était un obsédé d'Averroès et de la pensée aristotélicienne. Et donc vous aviez l'introduction d'une vision de la Grèce, de l'esprit grec qui était arabe et qui mettait l'accent sur ce besoin d'avoir un plan logique. Or, les Arabes n'ont jamais eu besoin de la tragédie. Et la tragédie n'a pas passé dans notre conception de l'Antiquité depuis le départ. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que ni Engels ni Kant n'ont eu un rapport vrai avec la tragédie. Or, en Grèce antique, la tragédie précède la philosophie. La philosophie commence quand la démocratie est déjà finie. En fait, c'est le fruit de la détresse et de la tristesse profonde du monde fini. Et aujourd'hui, quand on veut parler de la Grèce antique, on parle directement de Platon et d'Aristote, qui sont des épiphénomènes de l'expérience athénienne. Et comme ça, nous avons présenté l'Antiquité grecque comme les lieux par excellence d'une logique, d'un rationalisme qui favorise ce désir souvent métaphysique d'avoir un système qui pourrait marcher et définir nos vies. Donc tout ça pour élargir le champ et pour provoquer une petite confusion dans votre perception des choses et pour nous permettre après de poser des questions. Une des choses qu'il faut rendre claire, c'est que là, on ne parle pas de faute de qui, c'est la faute de qui, etc. Ça,
c'est vraiment une réaction qui amène à rien. Non, ça va, c'est plutôt beau. Donc, il faut comprendre que là, ce qu'on veut, c'est justement de comprendre la complexité de la chose et de sortir d'une lecture de faits qui va nous dire, oui, ok, maintenant, c'est pas ta faute, c'est ta faute. Vous voyez ? Nous sommes d'accord. Donc, quand on parle de la Grèce, nous avons la superposition de 3 impasses. Un impasse qui est local, qui est grec, un impasse qui est européen, et un troisième qui est mondial. Okay? Ça nous sert beaucoup à manipuler les informations et chaque fois choisir les éléments qui nous intéressent pour établir quelque chose qui nous protège quand on ne veut pas être le fautif et nous voulons balancer le problème à quelqu'un d'autre. Donc, je veux éviter de parler de la situation économique, catastrophique, sociale qui existe actuellement en Grèce. Mais effectivement, la situation est terrible. Mais il y a un manque d'estime de soi quand on parle de cela. Il y a souvent des journalistes qui viennent, assez souvent des journalistes allemands, qui nous demandent de leur dire combien on souffre. Eh bien non, non. Il est impossible qu'on parle de la souffrance. Si on rend cette souffrance une forme de récit, alors nous sommes perdus, on tombe dans l'esthétisation de la chose. Il n'y a plus d'espoir. Nous avons parlé beaucoup de l'aube dorée. C'est un sujet très important pour l'espace francophone aussi. Donc je pense que, vu qu'en ce qui concerne les secteurs culturels, il y a 2 personnes ici qui peuvent parler mieux que moi, je veux plutôt parler de ces choses-là qui entourent les questions de la culture pour laisser de la place. Donc, d'abord, il faut comprendre que l'aube dorée, qui est une formation politique ou mafieuse néo-nazie, n'est pas le problème de la démocratie. Elle va tout simplement s'accaparer des problèmes de nos démocraties pour trouver de l'espace pour expandre et imposer ses visions. En avril 2002, il y a eu les élections en France où nous avons eu Jacques Chirac et Le Pen. Hein? À l'époque, tout le monde était ensemble, c'était un moment de joie, et ils ont tous voté Chirac, et du coup, Le Pen a été expulsé. Et on était tous contents. Hein? J'étais en France à l'époque et j'étais déprimé, parce qu'en fait, ça semait vraiment la confusion dans le domaine de la vie politique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux années 80, la gauche, notamment européenne, a abandonné le désir de la révolution. J'avoue que je ne suis pas pour la révolution, mais quand la souche de ta perception des choses est liée justement à ce désir pour la révolution, tu as un problème identitaire. Donc, autant en Grèce qu'ailleurs, très probablement en France, nous avons formé notre identité politique, notamment dans le monde de la gauche, avec des anti. Donc, l'antimondialisme, anticapitalisme, antiracisme, antifascisme, anti-quelque chose. Mais on ne peut pas construire un vrai débat, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau à partir d'une négation. Donc, cette manque de vision est devenue de plus en plus grave et de plus en plus profonde. Et c'est devenu un vrai vide de discours et de sens politique. Donc, à mon avis, si on cible uniquement à ces problèmes de formation néo-nazie, etc., et on ne traite pas l'aspect visionnaire
et le désir d'une société, un désir partagé, on n'arrivera jamais à résoudre le problème. En Grèce, on se pose la question pourquoi la société ne réagit pas face à une humiliation psychologique, symbolique, sans fin, et puis à des problèmes vitaux dans la vie quotidienne. Une des choses est qu'il n'y a pas de sujet défini qui puisse réagir. C'est-à-dire cette notion de nous, le nous qui nous unit, est quelque chose d'assez faible. Imaginez dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où nous avons eu des régimes qui ont vraiment puisé et ils ont capitalisé dans les notions de la nation, de la société, de choses globalisantes comme ça. Nous avons une certaine méfiance à toute référence d'un nous. Et la gauche a joué un rôle important à ne pas permettre avoir cette notion de nous. Donc, du coup, je pense que c'est tout à fait légitime comme sensibilité, mais je veux vous rappeler juste une petite histoire que je trouve passionnante. Vers la fin de sa vie, Freud a écrit un livre qui n'est pas tellement central dans sa recherche analytique, mais qui est très importante à mon avis pour l'histoire européenne. C'est le livre Moïse et le monothéisme. Dans ces livres-là, il fait une assumption scandaleuse et il dit que finalement, le créateur du judaïsme était un Égyptien. Donc, c'était l'autre, et plus que l'autre, en fait. C'était le pire ennemi, la fuite d'Égypte, etc., etc. Donc, le réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'éviter les questions d'identité, qui est tout à fait compréhensible. Mais je me demande, et si on creusait suffisamment loin, et je crois que par définition, si on creuse suffisamment loin, on trouve l'autre. Hein? Parce que si ce n'est pas vrai, ça veut dire que notre théorie qu'il n'y a pas de choses fermées et clos n'est pas vraie. Si on croyait vraiment que c'est vraiment une position inacceptable, cette fermeture, cet espace clos, eh bien forcément on trouve l'autre. Je vous rappelle que le méandre que vous trouvez partout dans l'architecture grecque et puis dans les restaurants grecs et l'épitaphe grec, ils ont ces méandres partout, etc. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une rivière à l'Asie mineure qui circulait d'une manière qui a fait penser à ces motifs-là. Et en fait, c'est cette fleuve de l'Orient qui vient, qui arrose toute la pensée, tout l'art et toute la fantasmagorie du monde grec, à l'époque et aujourd'hui. Je peux vous donner énormément d'exemples. Mais l'aube dorée, dans son sens et dans son discours, en fait, elle est le produit justement de la perception européenne de la Grèce, et c'est vraiment les fruits de l'Europe. Donc, je pourrais m'arrêter là, puisque j'approche la demi-heure, mais je vais seulement rajouter un épilogue. Je pense que nous sommes, encore une fois, face à l'impossible. Et c'est justement ce qu'il faut célébrer. Il faut embrasser cet état. D'ailleurs, la tragédie n'est fait qu'inventer des situations impossibles. Je peux vous donner des exemples qui sont assez impressionnants. Comment les poètes, ils ont inventé des situations impossibles pour commencer après leur récit. Donc, c'est impossible, c'est le moment où on commence à
négocier, c'est le moment où la culture, le politique et notre humanité surgit. C'est le moment où les systèmes ne fonctionnent plus. Et on doit vraiment voir où nous sommes et comment. S'il n'y a pas d'impossible, quand on dit qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est qu'en fait, on ne veut pas voir autrement. On veut rester dans le même. Donc parler de la crise, ça veut dire forcément parler de l'impossible. Ça veut forcément dire que nous sommes dans un moment tournant. Si la Grèce et l'Europe et la France notamment ne peuvent pas réagir face à la situation, c'est parce que on croit qu'on va quelque part échapper. Si on assume que nous sommes dans un impossible, dans une position impossible, là, on pourra réfléchir autrement. Et je vous rappelle que plus la tragédie avance, plus nous avons le Deus ex machina, donc les dieux issus de la machine. Nous avons très facilement parlé de cette devise en disant qu'en fait, c'est que on cherche quelque chose, on ne veut pas être face à nos problèmes. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est quand on assume qu'il n'y a plus une solution, que Hercule vient et il dit, eh bien, arrêtez à avancer de la même manière, sortez de votre système et repensez les choses. Ce n'est pas un happy end, et l'exemple par excellence c'est Médée, où il y a un Deus ex machina, mais il n'y a pas vraiment de happy end. Ce qu'il y a, c'est l'autre, l'espace de l'autre, où résident les questions. Et ces questions ne sont pas faciles. En France, il y a, je pense, Bataille qui a vraiment démontré que l'espace de l'autre, c'est l'espace de l'affreux, c'est l'espace du divin, c'est l'espace des choses qu'on n'arrive pas à évoquer. Et bien, c'est là où se trouve la solution. Merci. Merci Alexandros pour ce moment de pensée qui, loin de nous donner des solutions, nous invite à poursuivre la réflexion et on est là pour ça, donc c'est très bien. Je voudrais inviter sur scène, sur notre podium, Kelly Diapouli et Christiana Galanopoulou. Après, j'inviterai également les artistes qui sont présents ce soir et qui... asseyez-vous, prenez place. Donc, Christiana Galanopoulou est directrice du MIR Festival, le MIR Festival à Athènes, dont elle va nous parler dans un instant. Juste pour vous dire aussi que Christiana et le MIR Festival sont partenaires du Phénix dans le cadre d'un projet européen que nous avons, qui s'appelle Open Latitude, qui associe 8 partenaires européens. Kelly Diapouli à ma droite, que j'ai rencontré également à Athènes lors de la réunion IETM qu'elle coordonnait, qu'elle a organisée, qui est productrice, organisatrice d'événements, qui travaille aujourd'hui sur la candidature d'une ville en Grèce dont je ne me souviens plus. C'est qui sera candidate au titre de capitale européenne de la culture. Ce que j'aimerais bien, peut-être à travers votre intervention, c'est que vous nous dressiez un état des lieux du paysage culturel de la création dans le domaine des arts vivants aujourd'hui en Grèce. Je me souviens que Kelly avait fait ça au début de la réunion IETM. La crise de 2008, 2008 a vraiment été un moment clé où tout a basculé. Donc peut-être c'est intéressant d'avoir cette vision-là, et au-delà de ça aussi que vous nous donniez peut-être votre vision de l'avenir. Voilà. Je vais peut-être laisser Kelly commencer sur ça. Kelly comprend très bien le français. Elle va nous parler en anglais.
Est-ce que vous souhaitez que je fasse une traduction ou est-ce que vous comprenez l'anglais? N'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de problème. Qui ne comprend pas l'anglais? Qui souhaiterait une traduction? D'accord. Eh bien, pas de souci, je ferai une traduction. Hello, and sorry for speaking in English, but it's really easier for me. I was saying, Herman is right, I was saying last year in the opening of IETM that the biggest problem that the Greek scene is facing today is the question of sustainability of the independent sector. Traditionally, the independent sector, and today the independent sector makes of around 85% of the total production. The public sector is really small. There are only two public theaters, the National Theatre and the National Theatre of Northern Greece. Okay. Oui, donc juste je traduis. Donc Kelly dit qu'aujourd'hui, la problématique principale au niveau du secteur culturel, c'est la durabilité et l'avenir du secteur culturel indépendant, puisque le secteur public, soutenu par des fonds publics, représente très peu. Il y a aujourd'hui deux grandes institutions, le Théâtre National et... Le Théâtre National de la Grèce du Sud. Et le Théâtre National... Du Nord. Voilà, du Nord. Donc, deux institutions publiques et un secteur indépendant et aussi quelques fondations privées importantes. Voilà. Le théâtre privé. Du théâtre privé, oui. So, since the 80s, the independent sector has been supported by a special fund dedicated to the independent theater and dance production. Et donc, depuis les années 80, il y avait un vrai soutien public au secteur indépendant, voilà, dans le domaine du théâtre, de la danse. And since 2010, on the occasion of the crisis, this fund has been stopped. Et donc, en 2010, du jour au lendemain, ces soutiens a disparu, s'est arrêté. So this means that the independent sector has been left without any funding for their production. Donc le secteur indépendant n'avait plus aucune subvention, aucun support pour ses productions. The same time in Greece, the cut of all funding for the independent sector coincided chronologically with another phenomenon, the proliferation of private foundations, like the Onassis Foundation, the Onassis Cultural Center that you have probably heard of, but other foundations such as the Michalis Kakoyannis Foundation, the Niarchos Foundation, the Neon Foundation, they are becoming more and more. Oui, donc on est dans un paysage où, parallèlement à cet arrêt de l'intervention de la puissance publique, ont proliféré un certain nombre de fondations privées liées à des puissances d'argent, comme la fondation Onassis, qui est la plus connue, mais tout un tas d'autres fondations ont vu le jour à ce moment-là également. And because of its size and diversity, the independent sector has been occupied the leading position in the cultural field. That means that the power of legitimization, the creation of the narratives, they are all happen within the independent sector so far. Donc jusque-là, le secteur indépendant était celui qui créait de la légitimité culturelle au niveau de la Grèce. C'était vraiment ce secteur-là qui créait de la légitimité en Grèce. And this is good because this is a safety net for cultural democracy. Donc, Kelly dit que c'était une garantie aussi d'avoir un support, une safety net, donc un filet de sauvetage, enfin un filet qui maintenait une forme de diversité garante de démocratie. De l'autonomie du secteur garde la démocratie. Oui, voilà, l'autonomie du secteur. Je ne vais pas retraduire. So what is happening now? Now it is evident that we are in an era of redistribution of symbolic capital, like we are in an era of redistribution of financial capital. The same happens in the cultural field and in the symbolic field. And it is also clear that the private foundations in Greece are trying to get
to the highest position and become the leaders of in this redistribution and restructuring of the field. Oui, donc avec la prise de pouvoir, de fait, la création de fondations privées, il y a parallèlement à ça, donc, ou lié à cette redistribution du pouvoir financier, il y a une redistribution du capital symbolique. Et aujourd'hui, d'après Kelly, il y a une vraie volonté de la part des fondations privées de s'accaparer cette construction de capital symbolique au niveau culturel. So the artists and cultural operators are in fact faced with the dilemma. They could either remain independent and run the risk of physical extinction because you don't have money. Oui, donc les artistes sont confrontés à un dilemme qui est soit ils décident de rester totalement indépendants au risque de disparaître puisqu'ils n'ont plus les moyens de vivre de leur art, soit Or cooperate with the private foundations and run the risk of cultural extinction, since the practices and the logic that these foundations have contradicts the raison d'être, the cultural democracy and the nature of independent sector. ou alors de collaborer, de coopérer avec les fondations privées au risque de voir là une forme de diversité culturelle et de démocratie culturelle disparaître au profit de visées qui sont celles de ces fondations privées. And even worse, I would say that this is not only a problem and the dilemma that the Greek artists and cultural operators face, but that artists and cultural operators face in general, no matter where they come from. And I will give you an example on that to explain how it can work, how it. Ok, et Kelly pense que c'est un problème qui n'est pas un problème spécifiquement grec, cette question de à quel endroit j'accepte de l'argent venant du secteur privé et à quel endroit cela peut poser des problèmes en termes de démocratie culturelle. Elle va nous donner un exemple. Last summer, it was the first year, maybe the first year in its history in general, that Avignon Festival chose to present two Greek performances. L'été dernier, le Festival d'Avignon, pour la première fois, a décidé de présenter deux spectacles grecs. The first one was a production of the National Theatre, that an institution that especially last year was severely criticized and attacked in Greece for adopting a policy and creating a narrative that was very close to cultural fascism. Cultural Fascism. Ah, ok. Donc, la première était une production du Théâtre national grec qui a été très sévèrement critiquée par le secteur indépendant l'année dernière pour avoir mis en place un narrative, donc un storytelling, une histoire, un credo qui se rapproche du fascisme culturel. The second one was a production of the Onassis Cultural Center, made by a unique case of an independent artist who is independent, but most of his productions, almost all of his productions have been commissioned by private foundations and big institutions. So, for me, et donc juste la deuxième production était une production soutenue par la fondation Onassis et cet artiste a été soutenu ces dernières années principalement par des fondations privées. So for me, as a Greek that I know the situation, it was really confusing what was the policy and the vision of the Avignon Festival, and a festival that is it is le lieu symbolique de la démocratie culturelle on the one hand, but on the other hand, in the case of Greece, it makes choices that are the typical choices of cultural capitalism and cultural fascism. Oui, donc c'est ça, ce qui l'a interrogée, elle, en tant que citoyenne grecque, de voir ce lieu, le Festival d'Avignon, qui est
le lieu symbolique, un des lieux symboliques en Europe de la démocratie culturelle, de voir que ce festival choisissait de présenter deux productions qui sont qui émanent qui touchent à des choix qui sont proches du fascisme culturel ou qui sont très fortement liés à des intérêts privés. The reason I'm saying this is not, my intention is not to attack the Avignon Festival or Olivier P, but it is to show that our choices are not simple anymore. Every choice we make is heavily meaningful, and who we cooperate with, his position in the field, his motives are part of the meaning and of the content of a work of art and of an art practice. Oui, donc l'objet de Kelly n'est pas d'attaquer particulièrement le Festival d'Avignon ou son directeur, mais de pointer le fait qu'aujourd'hui, sans doute au niveau européen, ces choix sont des choix signifiants et qui ne sont pas neutres. Voilà, ils sont en tout cas forcément perçus comme cela en Grèce. Ok, thank you. Je vais passer la parole à Christiana Galanopoulou qui parle parfaitement français, mais très bien, beaucoup mieux que nous ne parlons grec. Je passe la parole à Christiana pour qu'elle nous décrive sa perception. Et ensuite, il nous reste une demi-heure. J'aimerais beaucoup donner la parole aussi aux quelques artistes grecs qui sont là ce soir. Aussi parce que les questions évoquées par Kelly à l'instant, c'est-à-dire avec qui on travaille, quels sont les choix qu'on fait, les concernent au premier chef. Donc j'aimerais pouvoir les entendre là-dessus. Bonsoir. Merci de m'avoir invité et merci d'être ici avec nous ce soir. Alors, moi, je vais commencer en expliquant quelque chose qui est très important et peut-être ceux qui ne sont pas venus en Grèce ne peuvent pas comprendre. Ce qui se passe avec la culture contemporaine dans un pays qui conçoit soi-même, comme Alexandros a décrit, c'est que la culture contemporaine ne trouve pas une raison d'être symbolique comme la culture ancienne, comme Alexandros l'a expliqué. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que nos politiciens utilisaient la culture contemporaine seulement comme un espace pour faire leur rapport avec leur clientèle et pas jamais pour faire des structures qui pourraient aider les artistes à faire leur travail, pour produire plus et beaucoup mieux l'art contemporain. Donc, le problème principal qui existe en ce moment en Grèce, c'est que dans la crise de la démocratie, dans la crise générale qui touche la politique, les politiciens ne trouvent plus cet endroit comme intéressant pour continuer à faire leur relation avec leur clientèle. Et en fait, ils ne donnent rien du tout pour la culture contemporaine. Dans le système qui existait, avec ceux qui prenaient beaucoup d'argent sans vraiment le mériter, il y avait aussi ceux qui prenaient un peu d'argent et produisaient. Maintenant, il n'y a plus d'argent pour personne. Et une autre chose qui est importante, c'est que comme il n'y a pas vraiment de structures qui sont construites avant la crise, et ce qui s'est passé avec la crise, c'est que la production artistique est vraiment très restreinte par la censure économique.
Ce qui veut dire que si tu es un artiste en Grèce, soit tu es produit par une fondation privée en ce moment, soit tu dois travailler dans un autre secteur pour gagner ta vie. C'est ça, c'est simple. Donc, il y a une autre histoire que je pourrais vous dire pour comprendre comment tout ça prend chair et os dans la réalité grecque. C'est l'histoire du fameux Centre national pour le théâtre et la danse. Alors ça, c'était une histoire assez longue de demandes des artistes d'avoir un centre pour les arts performatifs. Et en fait, ce centre est construit en 2008 et en 2010, au début de la crise, c'était la première organisation de l'État qui a été fermée. Elle a été fermée avec toute une discussion de corruption. Et il y a bien sûr d'autres organisations de l'État qui sont là pendant des années et tout le monde sait très bien qu'ils participent dans une corruption, mais ils ne sont pas fermés. Et donc, ce que moi je peux voir, c'est que le ministère, jusqu'à ce moment, pouvait distribuer l'argent comme il voulait. Et tout d'un coup, il y a une autre organisation qui distribue l'argent. Et dans 2 ans, mais 2 ans, ils décident que non, ce n'est pas possible. C'est nous qui distribuons l'argent. Et juste après, ils ont fini avec la distribution de l'argent. Et une autre chose qui se passe, c'est que le ministère de la Culture, ça fait maintenant un peu de temps, ça fait à peu près 5 ans, qu'il essaie de jeter tout le poids économique des choses qui devraient être prises en charge par un ministère aux fondations privées. Et donc, c'est vraiment comme Kelly l'a posé, c'est une façon de multiplier le phénomène de la privatisation dans le secteur culturel. Et on n'a pas vraiment beaucoup de temps et je pourrais vous parler pendant des heures pour les problèmes qu'on face en Grèce. Je pense que le problème principal de la communauté artistique de la culture contemporaine, c'est le manque de structures où on pourrait même par exemple, faire des répétitions, par exemple, faire les choses les plus simples et les plus évidentes dans une réalité plus organisée comme dans les autres pays européens. Parce que c'est ça le problème avec la crise économique. On n'a même pas les moyens qu'on avait avant pour remplacer toutes ces structures. Il y a donc un problème de coproduction, un énorme problème de coproduction en Grèce. Il y a une situation très très difficile pour les artistes. Il y a des choses positives qui sont émergées dans la nouvelle situation. En fait, moi, je déteste le terme crise. Je pense que c'est complètement irréel. Ce n'est pas une crise, parce qu'une crise, ça veut dire qu'on va rentrer dans la situation précédente. C'est une réalité nouvelle qu'on doit accepter pour pouvoir voir ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, dans cette nouvelle situation qu'on vit, il y a des choses positives qui sont les collaborations, les synergies. Il y a une nouvelle façon à participer dans les projets des autres. On fait tous d'autres choses pour vivre, pour pouvoir après participer dans les projets les uns des autres
et continuer à faire ce qu'on faisait avant. Et il y a aussi d'autres choses positives, comme par exemple qu'il y a beaucoup plus maintenant d'œuvres qui parlent de ce qu'on vit qu'avant. Il y avait, comme j'ai fait partie des jurys qui participaient à la distribution d'argent pendant le Centre national du théâtre et de la danse. Et je sais bien que les propositions des artistes n'étaient pas vraiment liées à la réalité. Et ça change beaucoup maintenant. Et je ne veux pas dire qu'il faut faire de l'art réaliste, non, pas du tout, mais je regarde ce changement dans une perspective d'évolution positive. Et pour moi, ce qui est très important en ces moments, c'est de trouver la façon dans laquelle on va regagner notre confiance aux institutions et comment on va recommencer par recréer ce qu'on a hérité. On a hérité une démocratie, on a hérité des choses qui sont très importantes et en ce moment, on ne fait plus confiance à tout ça. Et pour moi, c'est très important de trouver la façon dans laquelle on va faire tous ensemble quelque chose pour nous. Et tous ensemble, ça veut dire nous, et ça veut dire nous comme Européennes, et ça veut dire nous comme communauté artistique, soit en Grèce, soit ailleurs. Et c'est ça aussi la thématique du MIR Festival, du festival que je dirige, qui commence dans 4 jours. J'aimerais bien vous inviter tous. Et ce sont toujours des œuvres artistiques qui mettent le public dans cette situation de prendre leurs responsabilités dans des procédures démocratiques. Et mettre cette question, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et comment est-ce qu'on peut recommencer tous ensemble à participer. Et je vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop long. Merci. Merci beaucoup. Ce que je propose il me semble très important qu'on puisse avoir aussi la parole des artistes qui sont là ce soir. Donc, je voudrais inviter Argiro Ciotti qui va présenter ce soir Domino, donc qui représente la compagnie Vasistas, Iris Karayan et qui présentera tout à l'heure à 19h Mothers. Joseph Fruchek et Linda Catanea, si vous pouvez can you join us on stage maybe? Yeah, maybe because we don't have so many seats. Merci à Alexandros, Kelly et Christiana. Si nous avons le temps, on pourra ensuite faire un jeu de questions-réponses. Enfin, je pense que c'est important qu'on se laisse ce petit temps-là. Évidemment, à ce moment-là, Alexandros, Christiana et Kelly pourront intervenir également. Alors, ce que je propose, peut-être je vais commencer tout simplement par Argiro. Kelly parlait tout à l'heure de la difficulté du positionnement en tant qu'artiste aujourd'hui en Grèce. On veut produire un spectacle, comment on fait? Est-ce qu'on va travailler avec les fondations privées? Est-ce qu'on trouve d'autres moyens? Peut-être aussi, ce qui serait intéressant, c'est de témoigner à l'IETM l'année dernière. C'était une expérience assez forte en termes d'une impression de détresse assez forte et en même temps des éléments absolument incroyables, je veux dire, de créativité aussi de la part des artistes sur... Par exemple, j'ai assisté à un moment d'échange avec un groupe de chorégraphes qui avaient décidé que tout seuls, ils n'y arriveraient pas et que du coup, ils acceptaient de mettre une partie de leur unicité dans leur poche pour créer ensemble quelque chose.
je n'ai pas vu le résultat de ce travail, mais l'idée en tout cas est belle. Donc il y a des choses qui sont créatives, mais aussi ce dilemme dont parlait Kelly, peut-être... voilà, je te laisse réagir. Merci. Bonsoir. Je voulais juste dire qu'il s'agit des questions qui sont assez compliquées pour nous tous, je pense, pour les artistes surtout, pour moi, et pour lesquelles je n'ai pas les réponses du tout. Donc je sens qu'on cherche, chacun à sa façon, on vit dans cette difficulté-là, on vit dans ce dilemme. Et par rapport à ce que Alexandros disait tout à l'heure, ce que j'ai retenu, parce que c'est des réflexions assez profondes et pour lesquelles il faut qu'on réfléchisse tous, je veux dire moi aussi là-dessus. Donc ce que j'ai retenu, c'est cette impasse dont il a parlé. Et moi, personnellement, et avec la compagnie en Grèce faisant de l'art, si on peut dire ça, je suis en face de cette impasse tout le jour. À chaque pas et chaque choix qu'on fait. C'est l'impasse qui est à la base de la création, de ma nécessité, de mon besoin de créer. C'est pour ça qu'on crée. Mais donc même par rapport à cette impasse, je voulais dire que c'est ça qui nous guide. Et pour moi, c'est ça qui compte aussi. Je veux dire qu'il y a le dilemme, c'est présent, de privé, pas privé, festival, pas festival, seul. Mais cette impasse est si réelle, je veux dire, on n'est jamais sûr. Et en Grèce, on ne peut jamais être sûr de rien. C'est jamais facile, jamais. Même si on passe par Onassis, même si on passe, on retourne à zéro, à chaque fois. Donc devant ça, je ne sais pas vraiment devant ce dilemme. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on a créé une création, cette domino, qu'on va voir là tout à l'heure, qu'on va présenter, qu'on a travaillé pendant vraiment très longtemps avec des conditions très 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 difficiles, sans argent. Après, on est rentré dans Open Latitude justement à travers MIR et on a créé une production avec Omenact de Marseille et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et après, on a créé justement, on a fait une production à Onassis, justement une institution privée. J'étais très heureuse d'avoir fait Domino et d'avoir traversé cette expérience. Et je suis très heureuse également d'avoir créé cette institution privée Onassis parce que pour la première fois, les conditions de travail étaient magnifiques. Donc on faisait tout ce qu'on voulait beaucoup plus facilement. C'était une très belle expérience pour moi. Et je sais que ce n'est pas quelque chose qui va arriver tous les jours. Je suis encore à zéro et on va recommencer. Et l'impasse, de toute façon, est beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux pour moi et pour le besoin de créer. Et ce que je retiens et ce que j'essaie de développer, c'est l'humain, justement, et la réflexion, le créer ensemble. C'est l'humain qui... je pense, c'est important. Ici, en Phoenix, en Grèce ou n'importe où pour la suite. J'arrête là, mais c'est... Ok, mais merci beaucoup, c'est très clair. Maybe Linda and Joseph, I suppose you had a good translation by Iris, thank you. Not that good. Thank you, and yeah, Alexandros and Kelly and Christiana talked about the Greek situation and what it means to create today in Greece, and so I wanted to have your experience about that. What are the questions you have to deal with, and do you accept to work with private foundations, and in what conditions, and yeah, how you deal with that? So, je repose donc la question la question que j'ai déjà posée à Argiro, donc je ne la retraduis pas et je vous laisse répondre. Okay. I was always more interested in being on the edge rather than in a center. So for me, we were working in Belgium, and then
for Royal Flemish Theatre, and we decided that we would like to move to Greece because we liked more to be away from the center of everything, because like this you can formulate your thoughts better. You can create your own individual language without too much of influence. Donc, I have to translate. Donc, ce que nous disait Joseph, c'est qu'il a toujours préféré être à la marge plutôt qu'au centre des choses. Ils ont travaillé en Belgique avec le Théâtre Royal Flamand et ils ont fait le choix à un moment de retourner en Grèce pour travailler parce qu'il a toujours eu le sentiment qu'en étant un peu à la marge, c'était plus productif en termes de créativité. And I think the crisis and all the difficulties is the best thing that could happen to us. Donc pour lui, la crise était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Because I think nothing can affect creativity, nothing. Parce qu'il pense que rien ne peut affecter la créativité. And I believe that if someone wants to be interested in culture and how dynamic culture can be, I think this is the place to go. I would never change it for anything else. Donc pour lui, c'est l'endroit où si on veut être créatif, si on veut créer des choses nouvelles, si on veut innover, il faut aller en Grèce, c'est là où il faut être. Now, we can bring a lot of cultural, historical context to it, but I still believe it's the very dynamic place to be, and there are very, very interesting things happening, and I don't mind creating for no money. And I don't mind to have a lot of money from what I do. I don't have problem with that. And also donc il n'a aucun problème avec le fait de créer sans argent. Il pense que c'est un espace très dynamique aujourd'hui, et, plein d'opportunités. Donc la question de l'argent n'est pas importante pour lui, ni d'en avoir beaucoup, ni de ne pas en avoir. And also maybe what is interesting is that you have to reach out. You have to be communicating. You communicate in Greece, but then sooner or later you have to start to talk to other people from other countries. It makes you more active. It makes you give me restrictions, I'm becoming more wild. This is what I need. Et le contexte les oblige aussi à tout de suite se projeter à l'extérieur, à l'international, à communiquer et donc à chercher des contacts. Et donc ça maintient dans une forme d'activité aussi qui est propice à la création également. So I believe also the difficulties they make you to reach forward, and you are less pity about yourself. And I'm really pleased that this could happen to me and to my life and to my colleagues. It brings a lot of truth to our work. Donc ces difficultés sont un vrai moteur et apportent beaucoup de vérité à son travail, à leur travail, et le contexte est plutôt moteur pour lui. Do you want to add something? No? So then maybe Iris Karayan, qui est la chorégraphe de Mothers, qui est le premier spectacle que vous verrez à... C'est Domino, le premier? Oui, j'ai oublié l'ordre. C'est à 19h09. No, hello. I'm going to speak in English. I don't know if I have something to say or something to add. Basically, I agree that it's the need of creation, and it doesn't. It's not that much related. I mean, practically, it is related to structures and money and everything. But once you find your way into and you accept that you live with that, you just do it or try to do it and try to invent ways in doing it. So we have all done things without money. We have all been subsidized by the Greek Ministry of Culture, all saying like maybe us three or whatever, and we have all collaborated with private institutions. And those collaborations were really fruitful, and I think we know the people inside. And what was, sorry to interrupt. No, that's fine. These people really care about art. I'm not really sure what is really behind, very deep in the depth of it, which is really kind of a manipulation and their dominance in a culture, or relating into the fascism. It's really strong kind of connections. I think those people, because I know their faces, I'm not friend with them. I'm not really friend with anyone, except with myself. But they do care. They really do care.
Okay. Donc Iris disait que... I forgot, sorry. Disait que pour elle, ce qui était important, c'était avant tout sa vocation de créatrice, hein, qui était un moteur qui permet ensuite de trouver les chemins pour y arriver au milieu des difficultés, et que effectivement, c'est avant tout une question d'acceptation une fois qu'on a fait un choix. Donc, elle a créé dans des conditions difficiles, sans argent du tout. Elle a créé avec des subventions, elle a créé avec de l'argent privé. Et Joseph disait qu'à propos des fondations privées, il y a aussi au sein de ces fondations privées des gens qui sont engagés, qui sont sincères, qui ont un réel engagement pour la création contemporaine. Voilà. The only last thing that I want to say, because we all need to go, is that for me, I think a good plan would be not exactly to have a solid plan or something that will never change. That for me, the problem happens when things get stagnant and fixed. So this can happen with public funding, which we have all experienced when it gets so fixed and same people get the money or whatever. And this can also happen with private festivals or whatever. And because it's artistic product, of course there is a choice. So of course you like that product and you favor that thing in relation to the other. But I don't know. I mean, I'm also facing these questions, but a more open environment with, I don't know, mobility also from the artists as well, maybe would be something that, you know, could change things or always nurture things into becoming something different. So, you know, it's like experiencing things and changing them at the same time. Oui, si je comprends bien, if I understand well, l'idée c'est que une des perspectives, c'est de toute façon de se poser la question des systèmes. Il n'y a pas de système qui soit totalement satisfaisant, parce que dans un système totalement dépendant de l'argent public, il y a aussi dans tout système qui se solidifie, qui ne bouge plus, il y a aussi des situations acquises qui sont créées, des gens qui bénéficient toujours des subventions et d'autres non, et on peut avoir le même écueil avec les fondations privées qui deviennent les fondations qui décident de légitimer tel ou tel artiste. La question, c'est comment on peut créer des systèmes qui puissent être adaptables. Et la question est aussi, ou une part de la solution est aussi du côté des artistes et de la capacité à avoir une mobilité. Voilà, peut-être j'interprète, mais la question de la projection à l'international, et qui permet immédiatement de rencontrer des contextes différents et peut-être de trouver des réponses à des besoins qu'on ne peut pas trouver au niveau national. Voilà. Donc, est-ce que, puisque nos amis vont devoir, puisqu'ils vont se produire ce soir, rejoindre leurs équipes, est-ce qu'il y a des questions pour Alexandros ou des remarques? Je peux faire passer ce micro. Merci. Merci beaucoup pour avoir partagé ces expériences et ces avis. Alors moi j'ai une question, ce que j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, c'est est-ce que être produit par une institution privée influe forcément sur la créativité? Est-ce qu'il y a une censure, un contrôle? Ou alors est-ce que c'est le risque? Ça peut être un risque aussi, parce que du coup dans une institution privée on est dans un capital privé qu'il faut garder, conserver, augmenter, et donc du coup vendre le spectacle. Est-ce que le risque, c'est pas que l'objet artistique se transforme en pur objet produit à vendre?
Je vais laisser répondre juste le contexte. Sorry. Yeah, the question is if working in the frame of a private foundation has a consequence on your creativity, because the aim of a private theater could be, I'm not sure that it is the case of private foundations like Onassis, but could be to make money. So if there could be some influence on even on the content of the productions, on the performances. Did you feel that in any way in your experience with We had the experience to work with Onassis Cultural Center for 2 productions, one was production and one was co-production. We didn't have any, we gave our artistic proposal, they agreed to do it, and then they saw the piece 2 days before the general performance. They didn't tell us how to create or what we can present on stage, nothing. And the most important is that they brought people to see the performances. Normally when we take it... the programming is very dynamic. But sorry, one more thing. And the most important thing is that they, until now, all the private theaters, the private sectors, they are quite fair to the... I talk about dance, but they are quite fair to all the dance companies. And they really brought a lot of people, a lot of young people to the theater to see dance, something that we really struggle in Greece, people they don't come to see. So through them, they create a really audience, that they are interested to see what is contemporary dance. Do you want to add something? Donc la réponse c'est qu'ils n'ont pas eu ce sentiment-là, les fondations qui sont pas le modèle de théâtre privé qu'on peut avoir à Paris, par exemple. Ce sont des fondations avec des capitaux énormes derrière et qui n'ont pas forcément pour vocation de gagner de l'argent au final. Donc ce sont des fondations qui... l'expérience avec la fondation Onassis a été une expérience où ils sont allés proposer un projet artistique. La fondation a dit « je vous soutiens » et leur a donné les moyens de créer. Et ils sont venus voir le spectacle la veille ou 2 jours avant la Générale, et puis ils ont également, ce qu'ils ont apprécié, c'est le travail qu'ils mènent auprès des publics, qui aussi, donc cette fondation en l'occurrence, permet à de nouveaux publics de découvrir aussi la création contemporaine. There is one very interesting thing that I find is when they cut it the not unemployment, but when they cut it the retirement of Linda's parents for no reason at all. What it does, it brings you closer to each other. And I had a feeling we have to support much more each other. And I know maybe you will go like, oh my God, what am I saying, right? Well, that's what happened also between the artists. They suddenly started to talk. They were closer to each other. They share the spaces. They're helping each other. Yeah. But this doesn't mean that we have to cut all the retirement. Well, yeah, but you know, like there is no. I guess there is no an easy solution to it. But I just have to. I think I just have to go on and be talking about what I have to be talking. You know, I have to be just going and creating. I cannot be lamenting too much about it. And I think through my very individual involvement. Yeah, I know. I'm talking from my perspective. I'm just feeling you have to get involved and go forward, no matter what. If you're fighting for what you need to be talking about, and in spite of all the circumstances that you are in, I think everything's okay, people. I think it's fine. Ok, donc Joseph est un optimiste qui... Pardon? Sorry. Oui. Et bon, donc voilà, on est au cœur des contradictions et des tensions que nous connaissons tous, hein, puisque nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses, me semble-t-il, qui résonnent dans les questions que nous nous posons sur nos sociétés, de manière beaucoup moins aiguë encore que. Voilà. Est-ce que je peux laisser la parole pour une dernière question? Je voudrais juste qu'on se laisse un petit peu de temps avant le spectacle. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro? Oui, bonjour. Je voulais... merci beaucoup pour votre présentation, c'est vraiment très intéressant. Moi, je voulais juste savoir au niveau de la Grèce,
comment est perçue la culture contemporaine au travers de la jeunesse et comment on introduit cette culture contemporaine envers les jeunes, comment elle est introduite et comment elle est perçue, parce que, comme disait Alexandros tout à l'heure, il y a le poids du symbole, du classicisme. Est-ce que les jeunes ne sont pas retranchés derrière ce classicisme, et ce qui pourrait expliquer certaines résurgences un petit peu comme on le voit aujourd'hui. Et moi, je voulais en fait savoir est-ce qu'on introduit bien la culture contemporaine aux jeunes Grecs. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Est-ce que peut-être Christiana, tu peux... The question was how is the cultural sector, the contemporary creation relating to the young people? Is the work done to introduce the contemporary creation to young audiences or to younger people done well, or is there any kind of weight of the classical culture? Vous voulez dire la culture classique grecque? Ils sont très ancrés, les Grecs étant très the ancrés. Greek classical culture has it any weight on youth today that maybe they would not understand well contemporary creation? Can I start answering? Thank you, merci. Very briefly, because this question is, in a way, I think has a very complicated answer, probably, and I'm not trying to answer the question, but just for your information, of course, Greece is a complicated nation with many aspects and many different levels. And there is this, so for me, it has all these different levels. So there is the heritage of classicism, whatever, classical, ancient Greek culture and all of that. There is a lot of contemporary culture in music, in dance, in theater, in cinema, in filmmaking, in visual arts. And the last years, I think there has been also a boost and the reinvention of not reinvention, but a boost in theater for younger people, and also for FEV? For teenagers. So you can go and watch a show which is the target audience is for teenagers. Of course you can watch it as well, and you can have a show which is from 6 to 96 years old. So it's not that it's complicated. There is, for me, what I feel. I'm based in Athens, of course. There is a variety and a multitude and a variety of things that you can watch. You can watch a more underground, in a way, theater. You can watch the very whatever national theater. So you have different kinds and artistic productions. It's not. Je traduis très rapidement pour laisser le temps à Alexandros de répondre également. Donc, pour Iris, il n'y a pas une réponse simple à cette question. C'est-à-dire que la société grecque, là c'est mon ajout comme beaucoup d'autres sociétés, sont constituées d'une multitude de couches. Oui, il y a l'héritage classique, mais aujourd'hui en Grèce, il y a aussi le développement d'un secteur du théâtre jeune public, de théâtre pour les adolescents. Et donc, a priori, pas plus qu'ailleurs, cette question se poserait. Voilà. Donc, il faudra faire vite. Donc, j'espère que je serai capable de répondre d'une manière plus ou moins satisfaisante. D'abord, votre question rentre vraiment dans la catégorie de regard porté sur la Grèce par quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Cette question n'existe pas. Mais merci justement d'avoir... parce que d'abord, vous aviez un État qui est créé par un désir d'être lié à un moment donné dans le temps. Donc du coup, tous les instants qui viennent les uns après les autres sont à jeter par la fenêtre. Parce que hier, déjà, le jour d'hier, est un obstacle de ce rapport direct que je veux avoir avec l'objet
qui est aimé et apprécié, pas seulement par moi, mais aussi par l'autre, dont je réclame constamment la reconnaissance. Donc l'Europe. Donc c'est pour vous que moi, je ne dois pas avoir un hier, un avant-hier, je dois maintenir seulement le rapport avec le 5e siècle. Après, vous voyez qu'on a un système très compliqué parce que, naturellement, la jeunesse ne va pas avaler ces systèmes symboliques qui ne marchent pas. Hein? Néanmoins, dans ces refus, il n'y a pas d'autre alternative. Il y a seulement des bribes, de choses assez fragmentées, où on parle de droits de l'homme, de la libération de la vie amoureuse, des trucs comme ça. Donc une sensibilité assez contemporaine, effectivement, qui est florissante, très forte, très riche et constamment pas perçue. Notamment, vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de la Grèce. Sans la crise, on n'en aurait pas parlé. Moi, j'ai passé des années en France, j'ai vu des rencontres par rapport à la Méditerranée, par exemple. Il n'y avait pratiquement jamais quelqu'un de grec. Un peu. Non. Parce que c'est un tunique, un grec, il n'a pas de place là. Et c'est ça la réalité. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la jeunesse, quand ils veulent trouver des références, ils sont obligés plus ou moins de faire référence à ça, ce qui n'est pas vraiment possible. Donc, nous avons un système de refus et d'attirance qui crée un tas de complexes bizarres. Et ça, cette blessure-là, est très importante et elle n'est pas seulement grecque. Voilà. Bon, je vous remercie. Thank you. Merci à tous pour cet échange. Vous avez le temps, si vous le souhaitez, de boire un verre maintenant avant d'aller voir Domino et d'enchaîner donc sur Mothers et Iris et Eyes in the Color of the Rain. Thank you.